Castille, hiver de 1359, 6 ans après le mariage royal. Les couloirs de pierre du château de Medina Sidonia résonnaient de gémissements étouffés. Au fond d'une tour oubliée des serviteurs, dans une cellule glaciale à peine éclairée par une meurtrière étroite, une femme à la robe jadis blanche était recroquevillée contre le mur. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son regard perdu dans le vide, figé entre délire et lucidité. Elle murmurait encore et encore un prénom que personne n'osait répéter. « Pedro, Pedro, pourquoi ?» Blanche de Bourbon, reine de Castille, fille du duc de Bourbon et de la noblesse française, n'était plus qu'un fantôme vivant. Mariée 6 ans plus tôt au roi Pedro Ier, dans une union qui devait sceller la paix entre 2 royaumes puissants, elle n'avait connu que l'humiliation, la trahison, puis l'abandon. 3 jours après la cérémonie, son époux l'avait quittée sans explication, sans regard. Il était reparti vers une autre femme, Maria de Padilla, sa maîtresse de toujours, sa véritable souveraine de l'ombre. Personne ne sut jamais ce que ressentit Blanche lorsqu'elle comprit qu'elle ne régnerait jamais. Personne ne vit le moment précis où la princesse de France devint prisonnière de Castille. Le roi n'avait donné aucun ordre écrit. Les gardes savaient pourtant. Il suffisait de son silence, de ses absences, de ses regards froids pour que chacun comprenne. Blanche ne devait plus être visible. Elle devait disparaître, s'éteindre lentement, sans bruit. Mais le silence avait des failles. Parfois, les pierres murmurent, et les rumeurs s'infiltrent comme le vent dans les couloirs des palais. On disait que la reine parlait aux ombres, qu'à la nuit tombée, ses soupirs se mêlaient aux hurlements des chiens, que des lampes s'éteignaient sans raison près de sa cellule, et qu'un soir, un garde pris de panique jura avoir vu son visage couvert de sang derrière les barreaux, bien qu'aucune blessure ne fût trouvée le lendemain. La cour restait muette, le nom de Blanche ne figurait dans aucun document, aucune prière. Mais dans les couvents français, on priait toujours pour son âme, ce qui, pour certains, signifiait qu'elle était déjà morte. Un soir d'hiver, un cavalier arriva secrètement au château. Il portait un manteau noir, ne descendit pas de cheval et demanda à parler au capitaine des gardes. Personne ne vit son visage. Il remit un parchemin scellé d'un sceau royal. Pas un mot. Puis il disparut aussi vite qu'il était venu. Le lendemain, 2 gardes descendirent à la cellule de Blanche. Ils semblaient nerveux, évitèrent de croiser son regard. Elle les observa avec une étrange sérénité, sans peur, comme si elle avait compris, depuis longtemps, que ce jour viendrait. Ses lèvres tremblaient, non de froid, mais d'un mélange de soulagement et de résignation. L'un des gardes s'approcha, sortit une clé. Elle le fixa. Est-ce que, enfin, la fin de mon oubli, ou simplement la fin de tout? Il ne répondit pas. Il n'était là que pour obéir, comme les autres avant lui, comme ceux qui viendraient ensuite. Mais ce que ni lui, ni Pedro, ni aucun des traîtres du palais ne savaient encore, c'est que l'histoire de Blanche ne s'éteindrait pas avec elle. Qu'en la tuant, ils avaient allumé un feu silencieux, un feu qui couvrait dans les esprits, qui traverserait les siècles et les légendes. Car une reine abandonnée, trahie, assassinée, ne dort jamais en paix. Et certaines nuits, à Medina Sidonia, on croit encore entendre une voix chanter, en vieux français, une complainte brisée. Je fus épouse, je fus oubliée, mais jamais effacée. Ah, le jour du mariage, le ciel de Tolède brillait d'un bleu éclatant. Des cloches carillonnaient à la volée, des tapis de fleurs jonchaient les ruelles pavées, et la foule acclamait la procession royale comme une bénédiction divine. Blanche, vêtue d'une robe brodée d'or et de perles fines, marchait lentement vers l'autel, le cœur battant au rythme des tambours et des chants sacrés. Ses yeux clairs, d'une limpidité presque surnaturelle, cherchaient le regard de son époux à venir. Pedro de Castille l'attendait, droit comme une lance, vêtu de velours sombre et d'un manteau pourpre. Son visage était fermé, impassible. Quand leurs regards se croisèrent, elle sentit un frisson glacial, pas d'émotion, pas de tendresse, juste une forme de calcul froid, comme s'il contemplait non une femme, mais un traité signé de chair et d'os. La cérémonie fut brève, les alliances échangées, les serments récités comme des formules vides. Blanche força un sourire pour les nobles invités français venus de loin, pour les ambassadeurs, pour le pape lui-même, représenté par un légat. Tout devait être parfait. Politique,
avant amour, apparence avant vérité. Le soir venu, la mariée fut conduite dans les appartements nuptiaux. Une chambre immense, tendue de soie, parfumée de jasmin. Elle attendit 1 heure, 2. À minuit, une servante entra, pâle, hésitante. Le roi ne viendra pas, Majesté. Il a été appelé ailleurs. Ailleurs. Ce mot résonna comme une gifle. Blanche comprit, dès cette première nuit, qu'elle avait été sacrifiée. Non pas trahie par amour, cela aurait au moins laissé une douleur humaine, mais utilisée, troquée, jetée. Elle n'était pas une épouse, elle était un pion, un piège pour obtenir l'alliance française, avant d'être mise de côté. Pedro retourna sans tarder vers Maria de Padilla. Officiellement, elle n'était rien. Officieusement, elle était tout. Le roi lui parlait, l'écoutait, lui confiait ses secrets, et il haïssait Blanche. Sans jamais l'avoir connue vraiment, il la haïssait pour ce qu'elle représentait, la pression de sa mère, la voix du pape, la main invisible de la France. Blanche tenta, dans les premiers jours, de jouer son rôle. Elle écrivait à Paris, demandait audience, réclamait le respect dû à une reine. Mais aucun courrier n'atteignit son destinataire. Chaque lettre fut interceptée. Chaque tentative d'exister fut réduite au silence. Bientôt, elle fut déplacée. D'un palais lumineux, elle fut transférée à un manoir isolé, puis à un couvent abandonné, puis enfin à une cellule. À chaque étape, on lui ôta un peu plus de sa dignité, ses dames de compagnie, ses livres, ses bijoux, jusqu'à son nom. Les gardes l'appelaient la Française, jamais reine. Seuls ses rêves lui appartenaient encore. La nuit, elle revoyait les salons de Bourbon, les jardins de l'enfance, la voix douce de sa mère lui murmurant des comptines. Et puis l'image du roi, toujours plus floue, toujours plus froide. Un matin, elle se leva et murmura « Je ne suis pas morte, pas encore ». Mais elle comprenait désormais qu'en Castille, on ne tue pas les reines avec une épée, on les efface. Le vent hurlait comme une bête blessée à travers les interstices de la tour. Les nuits devenaient plus longues, plus lourdes. L'humidité rongeait les pierres, la mousse gagnait les murs, et le silence, lui, s'installait comme un linceul sur le corps de Blanche. Mais ce silence n'était pas complet. Parfois, au cœur de la nuit, alors que les gardes s'étaient endormis ou s'enivraient de vin chaud pour fuir l'ennui, Blanche entendait autre chose, un murmure. D'abord ténu, presque imperceptible, comme une plainte portée par les courants d'air, puis plus nette. Des syllabes, un chant, un souffle féminin, lointain, récitant une berceuse ancienne qu'elle croyait oubliée depuis l'enfance. Une voix qui parlait dans une langue oubliée, mêlant latin, français et espagnol en une incantation fragile. Elle s'approcha des murs, colla son oreille contre la pierre froide. Rien. Puis soudain, un rire bref, un rire d'enfant, un cliquetis de chaîne, une respiration rauque juste derrière elle, mais quand elle se retournait, il n'y avait que l'ombre, et ses propres yeux dans la glace fendue qu'on lui avait laissée autrefois. Elle tenta de raisonner son esprit, l'isolement, le froid, la peur. Tout cela tordait la réalité. Pourtant, quelque chose au fond d'elle savait. Ce château n'était pas vide, il ne l'avait jamais été. Un soir, un oiseau noir se posa sur le rebord de sa fenêtre. Un corbeau, sans doute échappé de la forêt voisine. Il la regarda longuement, sans bouger. Puis, il lâcha ce qui semblait être un ruban rouge noué autour de sa patte. Blanche le ramassa. Il y avait une inscription à l'encre noire, presque effacée par la pluie. « Il te regarde. Tu n'es pas seul. Mais attention, certains veillent pour te faire taire. » Elle serra le message contre sa poitrine, le cœur battant. Qui avait osé? Un allié, un fou, un espion de Pedro? Ou pire, quelqu'un d'entre les morts? Dès lors, chaque ombre devint suspecte. Chaque bruit, chaque craquement dans les escaliers, chaque flamme vacillante dans la torche du couloir devint une question sans réponse. Une nuit, elle rêva qu'elle marchait dans une salle de bal immense, vide, éclairée par des chandeliers tremblotants. Au fond, sur un trône d'os siégeait Pedro. Il tenait dans sa main droite une couronne, tachée de sang. Dans la gauche, un cœur battant. Elle voulut fuir, mais ses pieds étaient pris dans le marbre liquide. Puis, du plafond, des dizaines de visages pâles se penchèrent vers elle. Femmes, enfants, moines, tous murmurant en chœur.
Tu n'es pas la première. » Elle se réveilla en hurlant. Les gardes, alarmés, ouvrirent la cellule pour la faire taire. Elle riait, désormais. Un rire brisé, inhumain, presque contagieux. « Je sais maintenant, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Je ne suis pas la seule à avoir été effacée. Il y a eu d'autres reines, d'autres femmes, d'autres silences. » À partir de ce jour, Blanche changea. Elle n'était plus seulement une victime, elle devenait témoin, porteuse de mémoire. Et dans les murs de cette tour oubliée, la vérité commençait à fermenter. Mais la vérité, en Castille, était un poison que certains préféraient garder enterré. Depuis le rêve du trône d'os, Blanche n'avait plus dormi profondément. Chaque nuit lui arrachait des morceaux de raison, et pourtant, une énergie nouvelle s'emparait d'elle, un mélange de peur lucide et de colère contenue. Elle n'attendait plus la pitié, elle guettait la faille. Un soir, alors que le vent hurlait dehors comme 1000 loups, une silhouette se glissa dans l'ombre du couloir. Les gardes ne semblaient pas l'avoir vue. La torche ne vacilla même pas à son passage. C'était un homme grand, vêtu d'une cape noire, capuche tirée bas sur le visage. Il s'arrêta devant la grille. Un silence étrange l'enveloppait, comme s'il absorbait les sons eux-mêmes. Blanche se redressa lentement, méfiante mais intriguée. « Qui êtes-vous » souffla-t-elle. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il tendit simplement une main gantée. Dans sa paume, un petit morceau de parchemin roulé. « Ce que vous cherchez n'est pas oublié, » murmura-t-il enfin, d'une voix rauque. « Et ce que vous avez vécu n'est pas isolé. » Elle s'approcha, prit le parchemin. Il était scellé d'un symbole inconnu, une rose noire, traversée par une dague. Il y a d'autres femmes, d'autres vérités, d'autres morts, mais elles parlent, et elles m'ont envoyé vers vous. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit résonna dans l'escalier. Un garde, sans doute, revenant plus tôt que prévu. Quand elle releva les yeux, l'homme avait disparu. Seules restaient des traces de pas humides sur les pierres. Dans l'intimité de sa cellule, Blanche brisa le sceau et déroula lentement le parchemin. Il n'y avait que quelques lignes, écrites d'une main précipitée. Les reines mortes ne dorment pas, les murs ont leur mémoire. À l'aube, regarde sous la dalle où la lumière touche ta paume. Il y aura la clef. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. À l'aube, les premiers rayons du soleil hivernal passèrent à travers la meurtrière, dessinant une lueur pâle sur le sol de pierre. Elle posa sa paume là où la lumière tombait. Et effectivement, une légère élévation. Une dalle disjointe. Avec effort, elle la souleva. En dessous, dans la poussière et l'humidité, une boîte en bois noir. Elle l'ouvrit, une clé rouillée, et un autre message, cette fois écrit en français ancien, de l'encre séchée presque effacée. « Si tu veux fuir, souviens-toi. Ce n'est pas ta mort qu'ils craignent, c'est ta voix. » Blanche sentit un frisson parcourir son échine. Elle se rappela les regards furtifs de certains serviteurs, les messes basses des religieuses autrefois, les silences trop rigides de la cour. Elle comprenait maintenant. Il existait un réseau invisible, peut-être séculaire, qui savait, qui écoutait, qui, dans l'ombre, tendait la main aux oubliés, aux bannis, aux reines effacées. Et soudain, pour la première fois depuis 6 ans, Blanche n'était plus seulement une captive. Elle était une pièce dans une partie plus grande, et elle avait une clé. Blanche attendit la nuit avec une tension presque douloureuse dans les membres. La clé, dissimulée dans un repli de sa robe, semblait vibrer contre sa peau comme un insecte vivant. Elle connaissait désormais chaque pierre de sa cellule, chaque fissure, chaque souffle du vent à travers les murs. Mais ce soir-là, elle perçut une chose qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Derrière la paillasse où elle dormait, contre le mur nord, une légère cavité, comme un creux dans la pierre, cachée sous une couche de plâtre ancien. Ses doigts y glissèrent, trouvèrent un petit anneau de fer, presque invisible. Elle tira. Un grincement rauque résonna, puis un pan de mur pivota lentement, dévoilant une obscurité étouffante. L'air qui en sortait était froid, humide, presque vivant. Elle alluma la chandelle qu'elle avait cachée depuis des mois, frotta 2 pierres pour en tirer une étincelle, et s'engouffra dans le passage. Le mécanisme se referma derrière elle dans un clac sec qui la fit sursauter.
Il n'y avait pas de retour immédiat. Le couloir était étroit, si bas par endroits qu'elle devait s'y accroupir, rampant parfois dans la poussière et les toiles d'araignée. Des inscriptions anciennes couvraient les murs. Noms de femmes, dates, fragments de prières, symboles obscurs mêlant croix, larmes et lune noire. Elle comprit bientôt que ce n'était pas un simple couloir. C'était un cimetière de mémoire. Chaque pierre parlait d'une autre, oubliée comme elle, disparue sans tombe ni épitaphe. Elle caressa du doigt un nom gravé profondément. Isabelle de Aragon, 1291. Une autre plus loin. Constance, 1324, brûlée vive. Puis encore, l'enfant sans nom, 1340. Le couloir descendait en pente douce, serpentant sous les fondations du château. L'air devenait plus dense, chargé d'un parfum de cire, de terre humide et d'un je ne sais quoi de fer rouillé. Soudain, un bruit, une respiration, lente, proche. Blanche s'immobilisa. Un souffle humain, puis plus rien. Son cœur battait à lui rompre les côtes. Elle reprit sa marche, plus prudemment, et arriva enfin dans une sorte de crypte circulaire où brûlait une unique flamme suspendue dans une lanterne de verre. Il n'y avait pas de vent, pas d'ouverture visible. Et pourtant, la flamme dansait doucement, comme si elle accueillait une visite attendue. Au centre de la pièce, un autel de pierre, et posé dessus, un coffret d'ébène. Elle s'approcha, les mains tremblantes, souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, un journal. Ancien, l'encre effacée par endroits. Elle reconnut l'écriture au fil des pages, celle d'une femme comme elle, d'une autre reine, une voix du passé couchée sur le papier. C'était le témoignage d'Anna de Léon, fiancée au roi Sanche, morte mystérieusement avant le mariage. Elle racontait sa captivité, sa découverte du couloir, sa tentative d'évasion échouée. Elle racontait le nom de celui qui avait donné l'ordre. Ce n'était pas Sanche, c'était son propre frère. Le même nom que celui qu'on retrouve dans le sang de Pedro. Une lignée d'hommes effaçant les femmes trop dignes, trop libres, trop gênantes. Blanche referma le journal. Elle comprit alors que ce passage n'était pas un chemin vers la liberté. C'était un lieu de mémoire, un sanctuaire bâti par la peur, entretenu par les mortes, et maintenant elle en faisait partie. Mais elle était vivante, et elle avait lu, elle avait vu. Elle ne pouvait pas faire marche arrière. Sa chandelle vacilla, puis s'éteignit. Dans l'obscurité, elle sentit une main glacée se poser sur son épaule. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Mais une voix, distincte, chuchota à son oreille dans un souffle irréel. « Tu es la dernière ou la première ?» Lorsqu'elle retrouva la pierre disjointe, celle qu'elle avait soulevée quelques heures plus tôt dans le fond de sa cellule, Blanche avait changé. Elle n'était plus cette jeune fille à la voix tremblante et au regard vide, celle que l'on avait enfermée entre 4 murs de silence. Quelque chose s'était allumé dans ses yeux, une flamme lente, nourrie par ces années d'humiliation, de froid, de solitude, une flamme qu'aucun roi ne pourrait désormais étouffer. Elle poussa la dalle, remit la boîte en place et referma le passage secret. Puis elle effaça chaque trace de son absence, comme si rien ne s'était passé, du moins à la surface. Mais le château lui paraissait désormais différent. Les pierres transpiraient les murmures. Les murs ne la regardaient plus avec indifférence. Ils semblaient l'attendre, l'écouter, la respecter. La nuit suivante, elle fit semblant de dormir. Lorsqu'un garde fit sa ronde, elle observa discrètement son visage dans l'ombre. Il était jeune, trop jeune pour comprendre les jeux de pouvoir. Il portait, épinglée à son col, une broche en forme de rose noire. Blanche sourit intérieurement. Lui aussi appartenait à ceux qui savaient, ceux qu'elle n'avait encore jamais vus à visage découvert. Lorsqu'il passa une seconde fois, elle chuchota, sans bouger. « Dites-leur que je suis prête. » Il ne répondit pas, mais ses pas ralentirent un instant, juste assez pour lui faire comprendre que le message était passé. Les jours suivants, elle adopta un silence stratégique. Elle redevint la reine brisée que les gardes connaissaient, celle qui parlait à l'air, qui murmurait des chansons d'enfance. Mais derrière chaque geste se cachait désormais une intention. Elle comptait les passages des gardes, repérait ceux qui tournaient les yeux.
Elle apprenait leurs noms, le rythme des repas, le cycle des clés. Elle enregistrait tout. Puis, une nuit, alors que l'orage grondait au-dessus de la forteresse, un bruit inhabituel résonna dans la serrure. Pas celui de la clé des gardes. Un cliquetis plus léger, plus ancien. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette encapuchonnée entra. C'était une femme cette fois, haute, droite, le visage masqué d'un foulard noir. « Il est temps », dit-elle sans émotion. « Mais sache que chaque pas te rapprochera d'un choix. Tu peux fuir ou faire parler les morts. » Blanche la fixa longuement, puis elle hocha la tête. « Je ne veux pas fuir, je veux qu'on n'oublie plus. » La femme acquiesça. Elle tendit un manteau sombre à Blanche, des bottes de cuir souple et une dague courte, fine, presque invisible. Elles sortirent sans bruit dans le couloir désert. La pluie battait les vitres. Les autres cellules semblaient vides. Mais Blanche savait, dans son cœur, qu'elle n'était pas la première à avoir tenté cette traversée. Certaines n'avaient jamais atteint l'autre côté. Elles descendirent un escalier secret derrière une tapisserie effilochée, contournèrent les cuisines abandonnées, traversèrent les caves. Dans un ancien cellier, un passage dissimulé derrière des tonneaux, une issue oubliée, gardée par une grille rouillée. Là, deux autres femmes attendaient. L'une d'elles tenait un flambeau. L'autre portait une robe de noble, mais tachée de boue. Toutes deux la regardèrent avec la même intensité, comme si elles reconnaissaient en elle une sœur. Blanche sentit un frisson étrange, une alliance sans mots, une lignée secrète. « Bienvenue dans les cendres, Majesté », souffla l'une d'elles. « Ici commence la mémoire. » Le vent de la nuit frappa le visage de Blanche comme une gifle venue d'un autre monde. L'air libre, chargé de l'odeur des pins humides et de la boue, avait quelque chose d'irréel. Cela faisait 6 ans qu'elle n'avait pas respiré autrement que par une meurtrière crasseuse. Elle leva les yeux vers le ciel couvert. Pas d'étoiles, pas de lune. Même le firmament semblait avoir oublié son nom. Elle se retourna une dernière fois. La silhouette noire du château de Medina Sidonia s'élevait dans l'obscurité, menaçante, presque vivante. C'était un tombeau debout, et elle en était l'ombre qui avait échappé à l'enterrement. Les femmes l'entraînèrent rapidement vers une petite forêt, où un cheval les attendait. Elles avaient tout prévu. Vêtements, provisions, faux papiers. L'une d'elles, la plus âgée, se présenta enfin. Elle s'appelait Clara. Autrefois servante dans un couvent royal, elle avait été témoin d'un accouchement clandestin, celui d'une jeune noble disparue peu après. Depuis ce jour, elle avait tout quitté pour rejoindre ceux qu'on appelait les veilleurs d'ombre, un cercle souterrain formé de femmes, de prêtres en disgrâce, de bâtards, de scribes, de moines silencieux. Leur mission, recueillir les vérités que le pouvoir voulait enterrer. Pendant plusieurs jours, Blanche voyagea sous une fausse identité, dormant dans des granges, des caves, parfois même sous les arbres. Elle découvrit un autre monde, celui des misérables, des bannis, des oubliés, ceux que la cour ne mentionnait jamais, mais qui entendaient tout. Dans un village reculé de Tolède, un vieux forgeron lui remit un paquet. Il ne dit rien, mais ses yeux la reconnurent. À l'intérieur, un livre, relié en cuir brun, épais, sans titre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit des dessins, des portraits, des lettres, des récits, des noms. Celui d'Isabelle, emmurée vivante à Séville. Celui de Léonore, morte en couche sous l'ordre du roi. Celui de Béatrice, disparue dans un couvent sans tombeau. Et à la dernière page, une gravure. Le visage de Blanche, ses traits, son regard, dessiné avant même sa fuite. « Vous étiez attendue, » dit Clara. « Vous n'êtes pas une fuite, vous êtes une mémoire en marche. » Mais Blanche ne se sentait pas sainte ni martyre. Elle se sentait vidée. Et plus elle lisait, plus la colère montait. Chaque nom du livre était une sœur invisible. Chaque ligne, une blessure cousue dans le secret. Elle se souvint de Pedro, de ses yeux vides, de son indifférence glacée le jour du mariage. Elle comprenait à présent que son sort n'avait rien d'un caprice amoureux. C'était une méthode, une habitude, un système. Dans une crypte abandonnée de Burgos, les veilleurs lui montrèrent une fresque effacée à moitié. On distinguait plusieurs silhouettes féminines, couronnées, les yeux bandés, pendues à un arbre mort. En bas, un mot, à peine visible, « Mourir pour qu'il règne ». Blanche sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit en silence. Elle venait de comprendre.
Le sang des femmes avait bâti la couronne. Leur silence l'avait protégée. Leur absence l'avait légitimée. Mais elle était vivante. Et son silence était fini. Le printemps naissait timidement sur les collines de Castille, peignant les champs de coquelicots et d'orge vert tendre. Mais dans le cœur de Blanche, aucune saison ne fleurissait. Elle n'était plus qu'un fil tendu entre deux extrêmes, la douleur et la décision. Dans un petit atelier de Soria, un maître artisan la transforma. Ses cheveux furent raccourcis, teints de noir. Ses vêtements, taillés dans des tissus nobles mais discrets. Un bijou orné du blason d'une fausse famille noble lui fut remis. Et surtout, un nouveau nom, Doña Catalina de Valde. Une veuve fictive, issue d'une branche effacée de la noblesse aragonaise, revenue d'Italie après des années d'exil. Elle portait le deuil, mais dans ses yeux brûlait la vie. Grâce à un réseau de contacts silencieux, un rendez-vous fut organisé avec la cour de Castille. Pas avec Pedro. Pas encore. Mais avec ses intendants, ses conseillers, ses espions. Personne ne reconnaissait la reine disparue dans cette dame à la voix assurée et aux gestes mesurés. Blanche avait appris à marcher autrement, à parler sans trembler, à répondre sans implorer. Elle savait que le pouvoir ne se quémande pas, il se reprend. Elle entra dans la salle d'audience comme une comète noire. Sa prestance impressionna. Elle évoqua ses terres à rétablir, ses richesses hypothétiques à protéger, ses relations diplomatiques tissées durant son exil. Tout sonnait juste. Assez juste pour qu'on l'invite au bal de la cour, organisé quelques jours plus tard en l'honneur du roi. Un bal déguisé. Le destin, parfois, a le goût cruel de l'ironie. Dans les jours qui suivirent, Blanche se prépara. Elle n'avait qu'un objectif, se tenir à nouveau face à Pedro. Non pour le supplier, non pour l'implorer, mais pour le regarder dans les yeux et prononcer ce qu'aucune femme n'avait osé, la vérité. Une robe fut cousue pour l'occasion, noire comme l'encre, brodée de fils d'argent représentant des roses fanées. Autour de sa taille, une ceinture ornée de petites clés, une allusion silencieuse à la sienne, à sa prison, à toutes les portes fermées par la peur. Le soir du bal arriva. Le palais de Séville s'illuminait de 1000 feux. Les miroirs brillaient, les parfums flottaient, les masques glissaient de visages trop maquillés. Blanche entra au bras d'un comédien déguisé en fou, symbole parfait de ce royaume où la vérité était moquée, travestie, tuée. Pedro apparut enfin, couronné, le visage vieilli, moins cruel dans ses traits, mais plus froid, plus lisse, comme s'il était devenu statue de marbre. Il balaya la salle d'un regard paresseux, jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux de Blanche. Il y eut un léger frisson, un vacillement imperceptible. Il ne la reconnut pas, du moins, pas encore. Elle s'inclina avec grâce. Il s'approcha, intrigué. « D'où venez-vous, dame masquée ?» demanda-t-il. Elle répondit sans trembler. « Je viens du royaume des mortes, celle que vous avez effacée, celle dont les noms vous poursuivent dans vos cauchemars. » Il pâlit légèrement, mais il pensa à une provocation poétique, un jeu de bal. « Charmant déguisement, » murmura-t-il. Elle sourit. « Ce n'est pas un déguisement, Majesté, c'est un retour. » Le roi recula d'un pas. Mais autour de lui, la musique continuait. Les courtisans riaient, dansaient, buvaient. Personne ne comprenait ce qui venait de se produire. Personne ne voyait que la pièce venait de changer de ton. Blanche tourna les talons, laissant derrière elle une traînée de silence. Dans sa main, elle tenait un second coffret, celui que Clara lui avait confié. À l'intérieur, lettres, confessions, signatures, journaux, sceaux, tout ce qu'il fallait pour faire tomber un roi. Mais elle n'en ferait pas une arme de guerre, elle en ferait une torche, et demain, elle l'allumerait au cœur même de la Castille. L'aube se leva sur Séville avec un silence étrange. Les oiseaux semblaient se taire, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans la salle des audiences du palais royal, les rideaux avaient été tirés, les trônes astiqués, les gardes alignés en colonnes immobiles. Le roi Pedro avait convoqué une réunion exceptionnelle du conseil. Le motif officiel, régler des affaires internes de la noblesse. Mais dans les couloirs, les rumeurs coulaient comme des rivières souterraines. On parlait d'une femme masquée, d'un fantôme revenu, d'une voix oubliée qui avait osé murmurer l'indicible à l'oreille du pouvoir. Lorsque Blanche entra, vêtue d'une robe sobre,
les cheveux dégagés, sans masque, sans bijoux, sans artifice, un silence tomba aussitôt sur l'assemblée. Certains la fixèrent pétrifiés, d'autres détournèrent le regard, frappés par une impression qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Ce visage, ils l'avaient vu, autrefois, sur un tableau disparu, dans un souvenir effacé, ou peut-être dans un cauchemar royal. Pedro, assis sur son trône, pâlit légèrement. Il la reconnut enfin, mais il ne dit rien. Il se redressa, comme pour se protéger derrière sa stature. « Qui êtes-vous, pour troubler ainsi l'ordre du royaume ?» demanda-t-il, la voix dure. Blanche avança d'un pas. Elle sortit le coffret de sous sa cape, le posa sur une table d'ébène au centre de la salle. « Je suis Blanche de Bourbon, fille de France, reine légitime de Castille, et je suis ici non pour demander justice, mais pour la faire éclater. » Un murmure secoua l'assemblée. Les conseillers se regardaient, troublés, certains chuchotaient des prières. Pedro voulut parler, mais Blanche l'interrompit. « Vous avez menti. Vous m'avez épousée pour l'alliance, puis enterrée vivante. Vous m'avez laissé mourir lentement dans une tour pendant 6 ans, alors que vous juriez devant Dieu de me protéger. Mais je ne suis pas morte, et je ne suis pas seule. » Elle ouvrit le coffret. Les documents furent étalés. Lettres de moines, journaux de femmes disparues, actes falsifiés, signatures volées, témoignages de servantes, récits de gardes en exil. Les preuves d'un système. D'un règne fondé sur la disparition des voix féminines. Des reines assassinées dans l'ombre. Des filles nobles jetées aux oubliettes. Et tout cela au nom du silence. Pedro se leva, furieux. « Vous mentez! Tout cela est une machination. Vous n'êtes qu'une morte vivante ?» coupa Blanche. « C'est ce que vous vouliez. Mais les mortes parlent désormais, et cette salle est leur tombeau ouvert. » Elle fit un signe discret. Les portes s'ouvrirent. Clara entra, suivie d'une file de femmes. Anciennes servantes, filles bâtardes, anciennes amantes du roi banni, religieuses silencieuses. Puis vinrent 2 hommes, un ancien confesseur et un garde jadis fidèle à Pedro. Tous portaient une marque noire brodée sur la poitrine, une rose fanée, symbole des disparus. L'un après l'autre, ils prirent la parole. Leurs voix, fragiles mais déterminées, s'élevèrent. Les mots frappèrent les murs, plus forts que des épées. Le roi tenta de répliquer, mais chaque objection se fracassait contre la marée montante de vérité. Les conseillers restaient figés, ne sachant que faire. La peur flottait dans la salle comme une brume. Non pas peur de Blanche, mais de ce qu'elle représentait, la fin de l'impunité, la résurrection de la mémoire. Blanche s'approcha enfin du trône. Elle ne tremblait pas. « Je ne suis pas venue pour reprendre ma couronne. Elle est souillée. Je suis venue pour rendre la vôtre insoutenable. » Pedro s'effondra sur son siège, le regard vide. Autour de lui, le silence était total. Mais il n'était plus maître de ce silence. Il en était prisonnier. Et dehors, la foule commençait à s'amasser. Le nom de Blanche se murmurait à nouveau, non plus comme celui d'une épouse oubliée, mais comme celui d'une reine levée d'entre les morts. Le jour suivant fut différent de tous les autres. Il n'y eut ni messe à l'aube, ni son de cloche, ni fanfares à la cour. Le palais, d'ordinaire si bruyant, semblait figé dans une attente sourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Pedro ne parla plus. Il ne donna aucun ordre. Il ne mangea pas. Certains disaient qu'il était tombé malade. D'autres juraient l'avoir vu délirer, appeler des noms inconnus, parler à des ombres. D'autres encore affirmaient qu'il n'était plus roi, même s'il portait encore la couronne. Car à partir de ce jour, la peur changea de camp. Blanche, elle, ne resta pas. Elle refusa l'offre de plusieurs nobles de la rétablir officiellement dans son rang. « Je ne suis pas revenue pour régner, » déclara-t-elle. « Je suis revenue pour qu'on n'oublie plus. » Son combat n'était pas pour une couronne, mais pour les noms inscrits dans le silence, pour les visages sans tombe, pour les femmes que l'histoire n'avait jamais daigné écouter. Clara et les veilleurs d'ombre préparèrent de son départ, pas vers la France, pas vers l'exil, vers un autre endroit, inconnu, invisible, une terre entre les lignes de l'histoire. On dit qu'elle disparut à l'aube, sans escorte, sans cortège. Seuls quelques témoins l'auraient vue franchir une vieille porte de pierre, enveloppée dans une cape grise, les cheveux au vent, les yeux levés vers le ciel d'Andalousie. Dans les mois qui suivirent, les rumeurs se multiplièrent. Certains disaient
qu'elle avait été empoisonnée par les derniers fidèles de Pedro, d'autres qu'elle vivait cachée dans un couvent, écrivant les mémoires des mortes. D'autres encore affirmaient l'avoir croisée, des années plus tard, sous une autre identité, lisant des poèmes aux enfants dans un village oublié. Mais ce qui est sûr, c'est que les pierres ont gardé son nom. À Médina Sidonia, les gardes refusent encore aujourd'hui de monter dans la tour nord, la nuit. Ils parlent d'une silhouette vêtue de blanc, chantant doucement en français, caressant les murs du bout des doigts. À Séville, dans la crypte royale, une rose noire pousse chaque année au pied d'un mur sans inscription. Et dans les archives secrètes d'un couvent de Tolède, un recueil existe, relié de cuir noir, intitulé simplement « Celle qu'on a effacée ». Et sur la première page, en lettres tremblantes mais fermes, on lit « Je suis blanche, pas un fantôme, pas une sainte, une femme, et je n'ai jamais disparu ».